Bon, je vous présente Jean-Philippe Soura, notre associé qui est basé à Montréal, qui a ouvert le bureau de Montréal et qui est à cheval au niveau fiscal entre New York et Montréal. Notre associé de Paris, Claire Capra, qui est basé à Paris, comme cela s'entend, qui n'a pas eu beaucoup de frais de déplacement pour venir, contrairement à nous. Notre associé de New York, qu'on a fait venir uniquement pour prendre des photos, il ne parle pas, il est muet. Et puis Serge Massat. Voilà, je suis un petit peu le fondateur de ce groupe. J'ai ouvert New York en 86, Boston en 90, Mexico en 94. En 96, j'ai fait un burn-out dont j'ai vendu Boston. Vous savez ce que c'est burn-out? J'étais KO. Et j'ai vendu Boston et 85% de New York et je me suis concentré sur le développement du Mexique. En 98, j'ai ouvert un cabinet dont je ne parle absolument pas, une petite antenne à La Havane, qui existe toujours, qui dépend de Mexico. Et en 2003, j'ai redémarré à New York. Ça fait beaucoup de... C'est pour ça que je me perds un petit peu dans les méandres. En 2010, j'ai ouvert à Miami. En 2015, on a ouvert Luxembourg. En 2016, avec Claire, on a ouvert Paris. Et en 2017, Jean-Philippe est parti de New York pour aller ouvrir Montréal. Donc voilà, vous avez les principaux partenaires de l'équipe ici. Il manque le Mexicain. Il a dit non, il fait trop froid à Paris, je ne vais pas à Paris à cette saison. On va essayer en 40 minutes, on va essayer de vous présenter un petit peu France, Canada, États-Unis. Où est-il plus facile d'entreprendre? Alors vous avez le drapeau américain, le drapeau français, le drapeau canadien. Ah non, c'est pas ça. C'est dans notre ordre, pardon. Et donc, pour essayer d'être... On a découpé cette présentation par thème. Vous allez le voir. Et quand on va entrer dans le détail. Et chaque thème, on va laisser parler Claire, parce qu'on est aux dames, surtout aux jolies dames. Elle parlera en première de ce qui se passe en France. Ça sera redondant pour vous, peut-être? Oui. Si c'est redondant, vous l'arrêtez, dites « Ah, ça suffit, arrête ». Après, on fera parler le Canadien, et après, je parlerai pour les États-Unis. Alors, ça sera, si vous voulez, ce sont trois pays tellement différents, au niveau fiscal, au niveau comptable, il y a beaucoup de différences. Jean-Philippe avait commencé à vous poser des questions. Peut-être on peut continuer le tour de table ou le tour de salle. Vous n'êtes que 4 personnes. Je n'ai pas écouté, je préparais ça. Si vous pourriez redire ce que vous avez dit il y a 2 minutes. Très brièvement, moi je vends déjà aux États-Unis et au Canada. Et je réfléchis à la capacité de pouvoir être beaucoup plus présent sur ces deux pays et comment procéder. D'accord. Voilà. Madame? Alors moi, je suis dans les RH internationales et particulièrement la mobilité. Donc moi, ça m'intéresse parce que la mobilité des personnes, ça colle à la mobilité de la société. Parfait. Madame? Alors moi, je gère une société de conseil en santé digitale. J'ai beaucoup de partenaires américains et je réfléchis actuellement pour voir si on va pas s'implanter également aux États-Unis directement. Parfait. C'est juste pour avoir toute l'information. Ok. Monsieur? Alors moi, je suis l'expert comptable de la CCI franco-britannique. Vous êtes expert comptable de? Les chambres de commerce. Ah, chambre de commerce franco-britannique, oui. Voilà. Je viens voir un peu ce qui se dit, ce qui se passe au niveau d'autres pays. L'Angleterre, je connais bien. D'accord. Voilà, l'intérêt. Mais on est ravis de vous avoir parmi nous. Personnellement, je suis administrateur de la chambre de commerce franco-américaine à New York et administrateur de la chambre de commerce franco-américaine à Miami également. Donc je connais un petit peu. Et j'ai été administrateur de la chambre de commerce franco-mexicaine. D'accord. Lorsque j'ai passé beaucoup de temps au Mexique. Voilà, allez, on attaque. Parce que le temps nous est compté. Claire, à toi. Alors pour débuter, je vais reposer le cadre en France. Donc il existe plusieurs types de statuts juridiques. Donc le plus important, c'est de bien connaître votre projet et de définir plusieurs critères afin de vous accompagner et de comprendre les conséquences dans le choix du statut juridique. Donc les critères qui étaient importants, donc la volonté de s'associer, savoir si on veut rester seul à plusieurs ou même ouvrir son capital, d'avoir la protection de son patrimoine, l'ampleur du projet, donc si on veut rester en France, sur plusieurs pays, avec des statuts, des formes juridiques plus adaptées. Le régime social du dirigeant, point très important, qui va être très lié au choix juridique que vous allez choisir, et le régime fiscal, entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société. Voilà. L'important de bien définir son projet, prendre son temps et d'être accompagné pour ne pas subir après les contraintes d'un statut et très coûteux si vous souhaitez changer de forme par la suite. Madame, bonjour. Nous avons une nouvelle auditrice. On peut passer au Canada?
Allez. Ok, Claire. Allez, on y va. Canada. Donc au Canada, certains d'entre vous doivent connaître, monsieur notamment, puisque vous avez déjà des activités là-bas. On est sur un État fédéral. On a 10 provinces, 3 territoires et le fédéral qui chapeaute tout ça. Donc on peut, quand on crée une société, on peut l'incorporer soit au niveau d'une province, soit au niveau fédéral. Et cette décision va dépendre du type d'entreprise qu'on va créer, de la vision court, moyen et long terme. Si on reste sur du local, par exemple on va ouvrir un restaurant, un magasin de chaussures, on s'incorpore au provincial, c'est plus simple. Si on veut avoir des activités qui vont s'étendre sur tout le pays, l'idéal sera le fédéral, de s'incorporer au fédéral, en demandant après dans chaque province des autorisations d'exploitation. Mais il y a une petite ombre au tableau, c'est que pour s'incorporer au fédéral, il faut que le capital, 25% du capital, soit détenu par des Canadiens ou des résidents permanents canadiens. Donc, quand on ne veut pas ça, quand c'est une société française qui va détenir 100% du capital, ou une personne physique française qui va détenir 100% du capital, on incorpore dans une province, et après on demande des autorisations pour exploiter dans les autres provinces. Mais ça se fait bien, mais c'est juste un process qui est un peu plus compliqué et long que d'avoir une incorporation fédérale directement. Pour le type de structure, on va avoir des sociétés par action. Donc c'est un peu ce qu'on connaît ici, les SAS, SARL, SA, qui vont payer un impôt sur les sociétés. Et on aura aussi des sociétés de personnes, donc à transparence fiscale, mais donc l'impôt sera supporté par les actionnaires. Mais si par exemple c'est une société française ou une personne physique qui habite en France, à ce moment-là, l'imposition se fera côté français automatiquement, avec une retenue à la source au Canada. Donc ça complexifie un peu les choses. Et cette retenue à la source permettra en France d'avoir un crédit d'impôt équivalent à la retenue à la source qui aura été pratiquée côté canadien. Merci. Ouais. Je veux juste préciser, parce que je ne l'ai pas dit au début, Claire Capra est expert comptable française, Jean-Philippe est expert comptable français, expert comptable américain, expert comptable canadien, et je suis expert comptable français, expert comptable américain. Je ne l'avais pas dit au début. On va parler des États-Unis. Alors, si vous voulez, avant de répondre à la question du choix de type de société, il faut oublier ce qu'il vient de dire sur le Canada parce que ça ne marche pas du tout pareil là-bas aux États-Unis. Hein, c'est beaucoup plus simple. Et plus compliqué, ça dépend. En fait, vous choisissez l'État dans lequel vous voulez incorporer la société. Alors vous avez plein d'États, tout le monde parle du Delaware. Le Delaware, ça ne sert pas à grand-chose si vous voulez ouvrir une boutique à New York. Si vous voulez juste ouvrir une boutique à New York, il vaut mieux s'incorporer dans l'État de New York. Parce que une société qui s'incorpore dans un État et qui va avoir un nexus, qui va faire du business dans un autre État, doit ouvrir une succursale dans l'autre État. Donc vous ouvrez une société dans le Delaware et vous voulez ouvrir une boutique à New York. Pour ouvrir une boutique à New York, donc vous créez la société dans le Delaware, vous avez les coûts de Delaware, et au-delà de ça, vous devez ouvrir la succursale à New York, donc vous avez un deuxième coût. Et si vous avez, forcément le Delaware c'est plutôt pour les holdings, donc si vous avez 10 boutiques dans 10 États des États-Unis, peut-être vous êtes intéressé à avoir le Delaware et ouvrir des succursales dans tous les États où vous avez des boutiques. Mais contrairement au Canada, on ne crée pas une société au niveau fédéral, on la crée dans un État. Et dans chaque État où cette société aura en plus une activité, elle doit ouvrir une succursale. On a le choix, comme au Canada, là, 2 types de sociétés. C'est moins compliqué que pour toi, Claire. On n'a que 2 types de sociétés. Les sociétés soumises à l'impôt société ou les sociétés à transparence fiscale qu'on appelle Limited Liability Company aux États-Unis. Transparence fiscale, on en parlera peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, je n'ai pas revu les slides. Je les ai revus il y a un quart d'heure, j'ai oublié. Non. Voilà. Donc, simplement, hein, on ne crée pas une société aux États-Unis, on la crée dans un État des États-Unis. C'est ce qu'il faut retenir. Et je passe la parole à Claire. Vas-y, Claire. Alors, en France, donc, les différentes étapes pour créer une société, donc, c'est choisir sa forme juridique. On avait vu dans la première slide, en fonction de vos ambitions, vos projets, le choix de la fiscalité et de l'aspect social du dirigeant. Une fois les statuts choisis, donc l'élaboration des statuts, soit vous pouvez les faire vous-même, la loi n'interdit pas,
mais on vous conseillera toujours de prendre un prestataire externe spécialisé qui pourra vous conseiller et les élaborer pour vous. Après, le dépôt du capital, donc, qui va permettre d'obtenir une attestation et de finaliser le dossier de dépôt au greffe avec tous les documents demandés par le greffe. Et donc après, l'obtention du CABIS avec un numéro d'immatriculation qui va permettre le début d'activité et de commencer toutes les déclarations fiscales obligatoires. Donc délai maximum 15 jours. Bon, après, le délai peut être très réduit si vous passez maintenant par les moyens Internet. Donc on dit 15 jours à nos clients. Ça permet éventuellement d'oubli de documents, de pièces complémentaires, donc on a pris un peu large. Et un délai encore plus réduit pour les sociétés individuelles. Donc, le coût, difficile de définir. Donc on a mis un prix de base qui peut être avec des fourchettes bien plus élevées si vous créez des sociétés avec des particularités en passant par des avocats spécialisés. Donc à peu près 1 500 €, c'était vraiment une grandeur d'idée. Avec 500 € de frais de publicité légale et greffe, qui sont des coûts obligatoires pour chaque entreprise. Merci Claire. Juste une précision, si vous avez des questions, vous pouvez interrompre. On n'y répondra pas. Allez-y. Je reviens en arrière. C'est valable pour les sociétés. Oui, en arrière. Ok. C'est pour les sociétés étrangères qui veulent créer oui. une filiale en France, c'est le même. C'est le même processus. Est-ce qu'elle a bien répondu à la question? Parfait. Merci Claire. Le Canada. Bon, pour le Canada, on se retrouve un peu avec la même structure, les mêmes étapes qu'en France. Première étape, évidemment, par contre, ça va être le choix de l'incorporation provinciale ou fédérale. Une fois qu'on a choisi ça, qu'on a choisi aussi le type de structure qu'on veut créer, on va rédiger et publier les statuts. Donc là, on retrouve des similarités avec la France. On crée, une fois que les statuts sont rédigés, on incorpore la société. On obtient des numéros fiscaux, où là, attention, c'est assez compliqué. Comme on a plusieurs niveaux, on va avoir un numéro fiscal pour le fédéral, on va avoir un numéro fiscal pour la province. En fonction des provinces, on aura différents numéros fiscaux. Donc si on est au Québec, en Ontario, au Saskatchewan, on va avoir autant de numéros que de provinces. Puis on aura des numéros on y viendra plus tard, tout ce qui est l'équivalent de la TVA, qui vont être différents des numéros des provinces. Donc on a beaucoup de numéros au Canada. Puis une fois qu'on aura fait ça, on pourra ouvrir un compte en banque. Et après, on a une déclaration annuelle, c'est juste donner le nom des administrateurs de la société, voilà, qui a un coût de 88 $. Mais ça, c'est une fois après la première année d'activité de la société. Donc les délais, on reste similaire à la France, il faut compter 15 jours, qui est une fourchette large, là aussi. On peut partir sur une semaine en réalité, mais 15 jours si jamais, voilà, il faut rajouter des documents. Pour le coup, donc on va être entre 500 et 1 000 $ canadiens, ce qui correspond en fait cette variation au type de structure qu'on crée et de la province d'incorporation ou du fédéral. Par exemple, si on incorpore au Québec, il faut faire l'incorporation Québec à 340 $. S'enregistrer aussi au fédéral, on rajoute 340 $, donc on arrive à 780. Voilà. Et c'est les mêmes étapes. Hein. On choisit l'état de création, puisqu'on ne crée pas une société aux États-Unis, mais dans un état. Donc, lorsque la société a été créée, ça se fait la plupart du temps online, sur Internet. On crée la société sur Internet. On a une réponse assez rapide. Selon les États, ça prend entre 48 heures et 5 jours ouvrés, pour avoir une réponse, savoir si la société est acceptée. C'est facile de faire une recherche Internet aux États-Unis parce qu'on a accès au dossier du secrétaire de l'État. Le secrétaire de l'État auquel je fais référence, chaque État a son secrétaire d'État, où tout est centralisé au niveau des sociétés, que ce soit des corporations ou des sociétés soumises à l'IS ou des sociétés LLC, Limited Liability Company à transparence fiscale, tout est centralisé. Donc, la seule raison pour laquelle on peut vous rejeter lorsque vous faites une demande, c'est parce que vous avez mal rempli le questionnaire online ou parce que le nom est déjà pris, ou un nom très très proche est déjà pris. Lorsque la société est créée, l'obtention du matricule fiscal, c'est la première chose, et puis c'est la deuxième chose, ça se fait en 24 heures, et la dernière chose, c'est l'ouverture du compte en banque.
lorsque vous avez la société, vous avez un matricule fiscal, vous avez un compte en banque, vous êtes opérationnel, ça prend 15 jours. J'avais préparé le slide, j'avais dit qui dit mieux, ils ont dit la même chose. Je pensais que j'étais mieux que... Oui, ils ont dit la même chose, 15 jours. Ils se sont inspirés de mon slide, j'ai pas aimé du tout. Ils auraient pu dire que tu ferais mieux. Voilà. Après, le coût est variable aussi parce que c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Parce que tout simplement, ça dépend du type de société et ça dépend de l'état dans lequel on s'enregistre. Par exemple, en Floride, une Limited Liability Company n'a pas besoin de passer d'annonce légale. On dit ça en français, publicité, ouais, annonce légale. Alors qu'une Limited Liability Company créée dans l'État de New York doit faire une annonce légale. Et rien que l'annonce légale peut coûter $2000 dans l'État de New York. Dans le Delaware, il n'y a pas besoin de faire d'annonce légale non plus pour créer une Limited Liability Company. Une société soumise à l'IS, ce qu'on appelle une C-Corp, elle n'a pas besoin de passer d'annonce légale. Donc c'est pour ça que la fourchette est assez vaste, parce que en fait c'est le coût de l'annonce légale qui mange le différentiel. Le coût donc de création d'une société, c'est environ $1500 aux États-Unis. Pas de questions? Vous dites mieux? Ok, on passe à la suite. Donc, au niveau de la fiscalité, donc l'IS ou l'impôt sur le revenu, tout le monde doit connaître un peu les notions. Donc vous avez le choix donc, de choisir l'impôt sur le revenu. Donc pour certaines sociétés, donc l'option limitée à 5 ans, par exemple pour une SAS, après vous passez donc en impôt société. Soit vous pouvez également créer des SARL de famille, donc soumises à l'IR, donc sur une durée illimitée, ou d'autres formes qui seront, elles, soumises d'office à impôt sur le revenu. Donc la plupart des sociétés, sinon, choisissent l'impôt société. Donc vous avez plusieurs taux, donc un taux réduit de 15% avec un taux normal qui change chaque année donc depuis 2017, avec un intérêt de se réduire et d'inciter les entreprises à donc de faire de plus en plus de bénéfices et que la taxation soit moindre. Donc avec un taux de 28%. Auparavant, nous avions connu un taux de 33% durant de longues années. Donc la différence entre les deux, donc la distribution donc, des bénéfices, soit vous êtes imposé donc, sur revenu et le dirigeant aura comme une transparence fiscale et sera directement imposé au barème donc, sur le revenu, soit la société est imposée à l'IS, donc au niveau des distributions des bénéfices. Donc voilà, c'est ce que On continue. Au Canada, on reste toujours sur l'idée de deux niveaux, provincial, fédéral. Donc déjà, je vous dis pour les particuliers, je fais une petite parenthèse particulier, quoi qu'on en parle. Pour les particuliers, on a 4 déclarations de revenus à poser en fin d'année. Une par personne, une pour la province, une pour le fédéral. Donc on est un couple, ça fait 4. Quand tu es célibataire, il n'y en a que 2 alors. Quand on est célibataire, il n'y en a que 2. Merci. C'est ça. Non, parce que tout le monde a cru qu'il y en avait 4. Ben oui. Ah ouais, non, quand on est célibataire, il n'y en a que 2. Là, je parlais pour un couple, effectivement. Et quand tu as des enfants, il y en a 6 alors. Quand tu as un enfant, il y en a 6. Non. Ah bon, tu restes sur 4. Continue. Fiscalité fédérale, donc pour les sociétés, on a un taux unique de 15%. Qui passe à 10% si la société est sous contrôle canadien. Ça veut dire que les administrateurs sont soit canadiens, soit résidents permanents canadiens, ou les droits de vote sont détenus par 51% des droits de vote sont détenus par des Canadiens ou des résidents permanents canadiens. Là, on est à 10%. Pour les individus, le Québec, enfin le Canada et le Québec en particulier n'est vraiment pas un paradis fiscal, puisque vous le voyez, on a un taux progressif qui va monter jusqu'à 33% pour la tranche de revenus individuels, donc ça commence quand même à faire beaucoup, de 205 000 dollars canadiens, et après on rajoute à ça l'impôt de la province. Pour les sociétés dépendant de la province dans laquelle on est, ça va varier de 2 à 16%, 2% pour le Yukon. Ça m'étonnerait que vous alliez exploiter une entreprise dans le Yukon, mais on ne sait jamais. C'est où ça? C'est nord-ouest, pas loin de l'Alaska. La province qui est collée à l'Alaska. Donc, au Québec, puisqu'en général c'est ce qui intéresse le plus les Français, on est à 11,7% de taux d'imposition pour les sociétés. Ontario, la province d'à côté, on est à 10%. Et
l'impôt qui est payé au niveau de la province est déductible du résultat imposable au fédéral. Voilà. Pour les individus, on a un taux progressif qui va de 4 à 25,75, grand champion, le Québec. Donc si 25,75 si on dépasse la tranche de 104 000 $ de revenus. Bon, on passe, ça devient vachement détaillé là. Ouais. On passe. Ouais. Ok. Et là aussi, fiscalité à deux vitesses. Depuis le 1er janvier 2018, le taux d'impôt société est à 21% aux États-Unis, au niveau fédéral. Et pour les individus, ça peut atteindre 37% pour la tranche supérieure à 500 000 $. C'est impôt fédéral, hein, je précise bien fédéral. Et la fiscalité d'État est propre à chaque État où on est domicilié. Alors, moi, j'ai déménagé de New York en Floride parce qu'à New York, on est surimposé, alors qu'en Floride, il n'y a pas d'impôt d'État. Puis en plus, il fait soleil. Et puis, il fait chaud l'hiver. Donc voilà. Donc, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que l'impôt fédéral s'applique à tout le monde. On commence à 0%. Hein, j'ai mis la tranche maximum qui est à 37%. 0%, 10%, et puis on monte à 37%. L'impôt fédéral s'applique à tout le monde. Et l'impôt d'État, c'est selon l'État où on habite, pour les personnes physiques. Pour les sociétés qui opèrent, je parlais tout à l'heure des sociétés qui devaient ouvrir des succursales dans divers États, l'impôt de chaque État est payé par la société. C'est-à-dire, vous ouvrez une société dans le Delaware, vous avez une boutique à Miami, une boutique à New York et une boutique à Los Angeles. C'est une société soumise à l'IS. Autrement, mon exemple ne marche pas avec Miami. Donc vous payez l'impôt fédéral, et ensuite, l'impôt, le résultat, vous le répartissez entre les 3 boutiques que vous avez, mais pas forcément un tiers. C'est fonction de paramètres très très complexes. Quel chiffre d'affaires vous réalisez à New York par rapport au chiffre d'affaires global aux États-Unis? Quel est le poids des salariés de New York par rapport au poids des salariés Je vous en cite 2, les autres, oubliez-les, c'est même pas la peine d'y penser, c'est assez complexe. Globalement, je peux résumer ceci en disant qu'une personne physique qui habite à Manhattan, qui a des revenus conséquents, elle tourne à plus de 50% de revenus, d'impôt sur le revenu. Une société soumise à l'IS qui exploite uniquement Manhattan, elle également tourne à plus de 50% d'impôt sur le revenu. On vient de baisser, hein, ça vient de baisser un petit peu. Mais jusqu'au 31 décembre 2017, le taux d'impôt société était progressif, c'était 15, 25, 34, 35, et puis ça retombait à 34. Mais à présent, c'est tout baissé à 21%. Donc en fait, la fiscalité, c'est bien dans certains États, c'est mal dans d'autres. Il faut bien choisir. Hein. Alors je vous dis, quand en plus il y a le soleil, les palmiers et la plage, moi j'ai choisi. Là, on saute la TVA parce que Claire m'a dit, t'as pas de slide sur la TVA, Claire? Parce que tu as dit, je vais les emmerder, ils vont s'endormir. Donc c'est pas la peine. On continue, on passe directement au Canada. La France, vous connaissez la TVA. Au Canada, ça fonctionne de la même manière, sauf qu'encore une fois, on va retrouver 2 niveaux. Province, fédérale. Chaque province a son propre taux, puis on ajoute le taux fédéral qui est à 5%. Les taux provinciaux, on est de 0 à 9,975. 9,975, c'est le Québec. Ouais. Bravo le Québec, ils sont en tête. Ils sont en tête au niveau impôt. Bravo le Québec. Alors, aux USA, c'est vachement simple parce qu'il n'y a pas de TVA et il n'y a pas de GST. GST, c'est la taxe du Canada, vous savez. Mais par contre, c'est vachement compliqué aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une sales tax qui est applicable au consommateur final. Je prends toujours le même exemple parce qu'il me plaît beaucoup. Vous achetez un stylo Montblanc, il est affiché 100 $ en boutique. Vous allez l'acheter et vous l'achetez pour vous. À Miami, on va vous le facturer 107,50 $ parce qu'à la taxe. À New York, ça se fera 108,875 $ parce qu'il y a la taxe de l'État de New York qui se rajoute. Ce même stylo Montblanc, une société va l'acheter pour travailler. Eh bien, elle le paiera 107,50 $ et ne récupère pas les 7,50 $ de taxes. La taxe est un coût pour l'entreprise. Si elle est consommateur final, vous achetez un ordinateur pour une entreprise, mais vous amortissez l'ordinateur sur le prix TTC, parce que la taxe n'est pas récupérable. Quand je dis que c'est compliqué, ça c'est relativement simple. Jusque-là, c'est relativement simple. Quand je dis que c'est compliqué, c'est que les taux de taxes varient selon les counties. Oui, j'ai dit counties en anglais, les villes. C'est-à-dire, vous avez peut-être 50 000 taux de taxes différents aux États-Unis, de sales tax. C'est un cauchemar. Donc, lorsque vous faites... Et c'est en pleine mutation en plus. Hein.
Je précise ça et je reviens sur la mutation. Ensuite, lorsque vous êtes une entreprise de vente par correspondance, par exemple, jusqu'à présent, lorsque vous étiez installé en Floride et vous vendiez un ordinateur à quelqu'un qui habite New York et vous le livriez par la poste ou par Federal Express, vous ne facturiez pas la taxe de New York parce que vous n'aviez pas d'établissement stable à New York, vous, entreprise de Floride. Donc vous le vendiez hors taxe. Par contre, la personne qui le reçoit à New York avait un devoir de payer ce qu'on appelle la use tax. Mais personne ne le fait. Hein. Même moi, je ne le fais pas. Mais ne le dites pas. Hein. Ne le dites pas. Donc, vous deviez payer la use tax. Mais avec le développement d'Internet et les mutations qu'il y a actuellement, il y a eu un jugement rendu dans le South Dakota il y a 3 ou 4 mois, où à présent, selon le nombre de transactions et le volume d'activité dans les États, même si vous n'avez pas d'établissement stable dans cet autre État, vous allez devoir facturer la sales tax lorsque vous livrez par la poste ou par Internet, même si vous n'avez pas d'établissement stable. Donc, quand on parle de 50 000 taux de taxes différents, je ne suis pas loin de la vérité. J'exagère peut-être un peu parce que je suis de Toulouse, mais autrement, c'est phénoménal. Et c'est impossible à gérer pour un cabinet d'expertise comptable, c'est impossible à gérer. C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui sont développées, dont une qui est particulièrement puissante parce qu'elle est à la tête du progrès, c'est Avalara. Eux, ils vont sur votre plateforme de vente par Internet, ils prennent l'information et c'est eux qui décident s'il faut appliquer la sales tax ou pas, tout simplement. Amazon, si vous passez par Amazon, eux se chargent même de collecter et de repayer la sales tax. Voilà, j'arrête parce que je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça, mais c'est très complexe la sales tax et il faut faire attention, tout simplement, aux États-Unis. On ne peut pas arriver et penser conquérir le pays sans prêter attention à ce problème de sales tax. On passe au slide suivant. Alors, l'aspect social. L'aspect social du dirigeant. Donc en France, on a 2 statuts sociaux, soit le statut salarié, soit le statut que l'on nomme TNS, travailleur non salarié. Donc en fait, ce statut provient en fonction du choix du statut juridique. Donc une société, donc je vais prendre les 2 plus connus, la SAS, Société par action simplifiée. Le président, s'il est rémunéré, sera automatiquement assimilé comme un salarié. Donc salarié, ce qui veut dire fiche de paie, taux de cotisation identique, en dehors du chômage, qui n'est pas appliqué. Donc pour une SARL ou EURL, donc le gérant, lui, est forcément rattaché au statut TNS, travailleur non salarié, et donc auparavant le RSI, qui maintenant n'existe plus et a été déversé dans différentes caisses maintenant gérées par l'URSSAF, la CIPAV et bien d'autres. Donc ça veut dire qu'en fonction du choix du statut juridique, donc en découle le régime social. Et donc beaucoup d'entrepreneurs décident de faire leur choix, créer leur statut tout seuls, notamment les étrangers. Donc arrivent au cabinet en ayant déjà donc leur entreprise et nous demandent mais pourquoi je suis obligée de payer 1 500 € au RSI ou maintenant à l'URSSAF alors que je ne me rémunère pas. Ben pourquoi ? Parce que vous avez choisi une SARL avec un statut de gérant avec des cotisations minimum. Et donc après, pour devoir changer ce statut, donc on leur explique qu'il faut non pas créer une société, mais transformer la société avec de nombreux coûts de formalité. Donc voilà l'intérêt et toutes les conséquences qui en découlent. Mais Claire, tu sais, il y a longtemps que j'ai quitté la France, je suis expert comptable français, et j'en apprends des choses aujourd'hui. Hein. Merci Claire. En fait, cette conférence ne vous sert pas au niveau France parce que vous connaissez, moi je ne connaissais pas, j'avais oublié. Hein. Ça m'est utile. Le Canada, allez, on continue avec le Canada. Au Canada, puisque tu as parlé de la rémunération de... Attends, j'avais une question. Ouais. La France est le meilleur pays de l'Union européenne. Pourquoi, Claire ? Pour la protection sociale ? Ah, voilà, c'était pour la protection sociale. D'accord, merci. Je n'avais pas compris. Je crois qu'il était même parce qu'au niveau mondial. On paye beaucoup de cotisations, mais parce qu'au niveau mondial, on est champion du monde au foot. Hein. Oui, aussi. Ouais, puisque tu parlais de la rémunération du dirigeant, au Canada, vous ne paierez, ça peu importe la province, des charges sociales que si vous versez un salaire ou si vous êtes ce qu'on appelle travailleur autonome. Où là, c'est en fait, vous êtes l'équivalent d'auto-entrepreneur. Sur tout le reste, pas de charge sociale. Donc on a un salaire minimum qui va dépendre des provinces.
Donc 11 $ en Nouvelle-Écosse, 15 $ en Alberta, parce que l'Alberta est la province où le coût de la vie est un des plus chers. C'est la province qui exploite les sables bitumineux et qui en tire le pétrole. Au Québec, on est à 12 $. Donc, quand on embauche des salariés, pas d'obligation de faire un contrat de travail. C'est-à-dire le contrat est implicite, la personne vient travailler, vous la payez, voilà, il y a contrat. Contrairement à la France, c'est vrai que pour moi ça me paraissait tellement logique que... Et si la personne ne vient pas, vous arrêtez de la payer, c'est fini. Voilà. Donc par courtoisie, en général, quand un employé démissionne, il va le dire 15 jours avant, mais il peut vous planter du jour au lendemain. Et vous n'avez aucun recours. Et pareillement, par contre, vous pouvez le licencier sans problème. Au niveau des charges sociales employeurs, on est moins taxé qu'en France. Au Québec, il faut compter 16%. Voilà, je ne vous parle pas des autres provinces parce qu'encore une fois, chaque province a ses propres taux. Et oui, là, un point à prendre en compte quand on embauche une femme, un homme, plus important la femme, le congé maternité est de 52 semaines, donc 1 an. C'est congé maternité ou congé parental? Congé parental, oui. C'est vrai que toi aussi, tu as droit? Moi, j'y ai droit. T'inquiète, je ne vais pas le prendre. Mais, merci. Non, sa femme est enceinte, c'est pour ça que j'ai posé la question. 52 semaines. Ouais, mais c'est à partager entre la mère et le père. Évidemment, la mère a plus de droits, le père de mémoire c'est 4 mois maximum, et le reste est pour la mère. Là, on rémunère à 75% les 6 premiers mois, 50% les 3 mois suivants, et 0 les 3 derniers mois. Mais l'employé y a droit, donc il faut le prendre en compte. En général, les gens s'arrêtent quand la rémunération tombe à 0. Voilà. Dans 9 mois, pendant 9 mois, tu es rémunéré. Ouais, il ne faut pas retomber enceinte, parce qu'après, tu repars pour 9 mois. Exactement. Pour comparer avec la France, le taux de charge, et vous avez des prestations sociales, que ce soit mutuelles. Oui, on a exactement. Il y a la sécurité sociale, qui est pour le Québec, ça s'appelle la RAMQ, qui couvre la RAMQ. Quel drôle de nom. Il y a des garderies pour les enfants qui sont. Bon, je t'interromps parce qu'il faut qu'on avance. Autrement, on ne va pas tenir. Voilà, pour le SMIC, c'est la bouteille à l'encre parce qu'au niveau fédéral, c'est 7,25 $ de l'heure. On parle à dollar américain, ça vaut beaucoup plus que le dollar canadien. Ça vaut moins que l'euro, mais ça vaut beaucoup plus que le dollar canadien. Et puis, chaque État a ses propres règles. Voilà, pour le contrat de travail, c'est comme au Canada, c'est employment at will. On ne signe pas de contrat de travail parce que les gens peuvent partir spontanément, ou lorsque vous demandez à quelqu'un de partir, souvent, on lui donne 1 heure, tu récupères tes affaires, et on lui coupe l'accès à l'ordinateur, et tu t'en vas, on le paye. Il n'y a pas d'obligation de le payer. C'est, au niveau de prime de licenciement, il n'y a rien d'obligatoire, sauf si d'aventure il y a un contrat, ou s'il y a comment on appelle ça, employee handbook. Un employee handbook, c'est procédure de l'entreprise au niveau social. Si dans ce employee handbook, il est prévu que les gens seront licenciés avec 1 semaine de salaire par année d'ancienneté ou quelque chose comme ça, ce qui est assez courant, à ce moment-là, il faut lui payer ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de contrat de travail, sauf pour les cadres supérieurs. Ça, c'est autre chose. On parle de parachute doré, etc. Alors, Social Security, ce terme est un faux ami, parce que tout le monde pense que la Social Security aux États-Unis, c'est la sécurité sociale en France. Rien à voir. La Social Security, c'est la cotisation aux caisses de retraite qui vous permettra, au moment où vous prenez la retraite, d'avoir une couverture médicale à peu près gratuite. Enfin, si vous continuez à travailler, que vous exerciez toujours et que vous avez des revenus, vous allez devoir payer quand même l'assurance maladie. Et vous permettra d'avoir aussi une petite retraite. Aux États-Unis, la retraite, c'est pas ce qu'elle est en France. Je ne sais pas ce qu'elle est au Canada. Ça ne m'intéresse pas. Il fait 3 fois, j'ai pas envie d'y aller. Mais donc, si vous voulez, la couverture médicale, c'est une assurance volontaire. Et c'est en pleine mutation. Vous avez entendu parler d'Obamacare, Affordable Care Act, qui a été mis en place par Obama, qui a été plus ou moins détruit par Trump. On ne sait pas trop bonne année. Jusqu'au 31 décembre 2018, cette année, c'était obligatoire d'avoir une assurance reconnue par le gouvernement américain. À partir du 1er janvier 2019, ce n'est plus obligatoire. Donc, les pools d'assurance restent en place au niveau des États, mais ça ne sera plus subventionné par le fédéral. C'est compliqué, ne m'en demandez pas plus. Je ne saurais pas vous en expliquer davantage. Sachez simplement que Social Security, ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale, et que toutes les entreprises n'offrent pas de couverture médicale. Alors ne parlons pas
de couverture dentaire ou de couverture les yeux, je ne sais plus comment on dit. Optique. Hein? Optique, oui, voilà. Donc, et la retraite aussi, en dehors de la petite retraite dont je parlais tout à l'heure, qui fait partie de Social Security, c'est une retraite que vous devez mettre en place vous-même, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise. Si vous voulez, ça permet de fidéliser vos employés. Si vous n'offrez pas de retraite à vos employés, si demain on leur offre un job, $1 de plus de l'autre côté de la rue, ils vont traverser la rue. J'ai entendu cette expression quelque part là. Et sinon, mais si par contre vous avez une assurance, une caisse de retraite, vous leur offrez de participer à une caisse de retraite, ils hésiteront à 2 fois si de l'autre côté on ne leur offre pas la retraite. Voilà, il est exactement 10h moins 13, on continue. Non, c'est fini. Donc, on est aux questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse? On ne vous a pas donné trop le temps de parler, excusez-nous, parce que Jean-Philippe et moi, nous venons de Toulouse, on a l'habitude de beaucoup parler. Claire, elle est très timide, vous en êtes rendu compte? Je vous en prie. Moi, j'ai une question sur l'ouverture du compte bancaire. Oui. Notamment en France, où on remonte beaucoup de difficultés pour l'ouverture d'un compte bancaire. Je voulais savoir s'il y avait des choses à mettre en place, en particulier. Une société étrangère? Déjà, tout dépend de l'origine donc, du dirigeant. Donc on a d'énormes difficultés pour les dirigeants africains. Énormément de banques n'acceptent pas, voire il est très difficile de trouver une banque qui accepte d'ouvrir un compte bancaire. Et maintenant, on rencontre aussi d'énormes difficultés pour les Américains. Donc surtout, en fait, ce qu'ils appellent les non-résidents français. Donc on va dire même des Français qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait du business en disant créer une société, qui souhaitent ouvrir une nouvelle société en France pour revenir ou pour s'implanter de nouveau. Et là, donc, certaines banques ont du mal à ouvrir leurs portes. Les raisons données, la difficulté et la paperasse administrative. Donc on se tourne énormément sur la banque transatlantique, qui elle est habituée à ses non-résidents et arrive à les suivre. Donc les trucs et astuces pour s'en sortir, c'est repérer les réseaux bancaires qui ont l'habitude de travailler avec tel et tel pays, et puis essayer de passer par eux. Mais comme je vous disais, pour les dirigeants africains, on a toujours, moi pour avoir certains clients, on n'a toujours pas de banque qui accepte. Donc on est obligé de transférer des fonds sur des comptes bancaires donc d'autres sociétés, ce qui n'est pas vraiment légal, mais on n'a pas d'autre solution. C'est des sociétés françaises qui ont bien été créées, qui n'ont plus de compte bancaire ou qui n'ont jamais eu de compte bancaire. Donc chose assez... Sociétés françaises sans compte bancaire. Et ouais. Donc c'est un peu... On a un peu le même phénomène aux États-Unis, on a fait simple là pour... Mais aux États-Unis, c'est un peu le même phénomène depuis les attentats du 11 septembre, parce qu'a été mis en place le Patriot Act, et toutes les banques ont un devoir, ils ont un questionnaire qu'ils doivent remplir, qui s'appelle KYC. Avant, je connaissais KFC, c'était Kentucky Fried Chicken. Non, c'est KYC, ça veut dire Know Your Customer, connaissez votre client. Voilà ce que veut dire KYC. Et les banques américaines n'ouvriront pas de compte en banque s'ils ne connaissent pas le bénéficiaire ultime de la société en France, lorsqu'on parle de filiales de sociétés françaises. Donc il y a vraiment à présent... Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on est prévenu à l'avance, on le sait. On sait que si on amène le client par la main, on lui dit voilà, ça c'est ton account officer, et là c'est votre client. Il ne parle pas anglais, elle ne parle pas français. Donc ça va? Oui. Donc on ouvre le compte en banque comme ça, mais je veux dire, mais il faut que les banques ont le devoir de connaître physiquement leur interlocuteur ultime de l'autre côté de l'Atlantique, ou une personne très responsable. On ne va pas demander à Peugeot d'amener son PDG pour ouvrir le compte, ou l'actionnaire majoritaire de Peugeot, la famille Peugeot. Simplement, ils veulent voir. Donc, je ne sais pas où commencer. Au Canada, c'est assez simple. Ah, ça y est, on me fait signe qu'on dépasse le temps. Non, mais ça ne va pas, je vous jure. Non, ça ne va pas. Là, je vais me plaindre. Vous avez d'autres questions parce qu'on m'a fait signe? Non. Donc, moi, je dois vous faire signer quelque chose. Je ne vais pas regarder ce que c'est. Hein. C'est pour ouvrir un compte en banque aux États-Unis que je vous fais signer. Voilà. Non, il faut faire signer la feuille de présence. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on l'a fait passer. Oui. C'est ça? Ouais, voilà. On n'a pas Excusez-nous. Mais on peut continuer, si vous avez des questions, pendant que vous signez, on peut continuer à répondre aux questions. C'est plutôt aussi le particulier. Pardon? Le particulier qui s'implante, moi je suis les Français qui achètent à l'étranger.
Oui. Et Télévision qui est là, justement. Tout à fait. C'est l'aspect fiscal, enfin, le particulier qui part simplement en tant que salarié. Vous faites la commande d'accompagnement, enfin, est-ce qu'il y a des services qui peuvent apporter? En tant que salarié, nous aux États-Unis, on ne le fait pas vraiment. On le fait pour les cadres dirigeants d'entreprises qui sont déjà nos clients. Mais ce n'est pas une clientèle que l'on sert particulièrement aux États-Unis. Toi, tu es Ouais, plus sur côté canadien, on va. Exactement, on le fera. Tout à fait. Mais pour vous, on le fera, bien sûr. Écoutez, ce qu'on essaie de faire, c'était dans un temps limité, vous faire une présentation le moins ennuyeuse possible de ce qu'étaient les différences. Maintenant, la question du jour, c'était on repart en arrière. Voilà. France, Canada, États-Unis, où est-il plus facile d'entreprendre? Eh bien, c'est les États-Unis qui ont gagné, bien sûr. Non, j'en sais rien, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Mais d'un point de vue administratif et fiscal, simplement ça, ce sont les États-Unis. Oui, parce que Jean-Philippe a passé 2 ans et travaille toujours à cheval sur la frontière. Et donc, il sait de quoi il parle. On parle les trois systèmes, et les États-Unis sont plus simples. Après, il faut connaître son marché, voilà. C'est pas la complexité en France, je dirais, c'est la fiscalité. Le social, fiscal et les coûts, ça. C'est l'administratif aux États-Unis, c'est quand même très simple. Et j'ai retenu que la France est la meilleure. Hein, Claire, c'est ce que tu nous as dit. Quand tu viendras à la retraite, tu reviendras en France. Je sais pas. Non, mais Jean-Philippe, je crois que c'est plus simple aux États-Unis parce que tu as une équipe sur qui tu peux reposer. Alors, exact. En tout cas, merci d'avoir participé à notre conférence, en espérant que ça vous aura un petit peu aidé.